Bonjour à tous et surtout bonne année à tous, meilleurs vœux à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui dans le studio avec moi à ma gauche Rémi Lebailly, rédacteur en chef de l'hebdomadaire d'Investir et aussi évidemment Laurent Albi, le président de l'AFAT, de l'Association française d'analyse technique. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous et à toutes. Bon, comme l'année dernière, aussi cette année, on commence notre émission, comme d'habitude, avec le bilan de la semaine. Bon, Rémi, en fait, cette semaine, aujourd'hui, c'est pas vraiment un bilan de la semaine, c'est plutôt un bilan de l'année, non? Oui, c'est plus intéressant de faire un bilan de l'année qu'un bilan de la semaine qui n'était pas passionnante la semaine dernière. Et puis, pour démarrer 2017 sur de bonnes bases, on va de rétroviseur sur 2016 avec un bilan de l'année. Pour la résumer, disons que c'est une année qui a été vraiment pleine de rebondissements, de frayeurs, de surprises, d'incertitudes. Et puis finalement, un peu miraculeusement, elle s'achève sur une hausse quasi inespérée de près de 5% à 4,86% du CAC 40. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il a fallu tout de même attendre le 7 décembre, donc quasiment la fin de l'année, pour que l'indice repasse dans le vert. Sinon, il avait été dans le rouge tout au long de l'année, avec des accès de faiblesse particulièrement marqués. Au plus bas, qui était le 11 février, le marché perdait, le CAC 40 perdait quasiment 16%. Et puis, vous vous en souvenez sûrement, juste après le Brexit, on était à une baisse à peu près équivalente de 14%. Donc finalement, une année qui n'est pas extraordinaire, mais une année qui est tout de même relativement satisfaisante. Il faut voir que 4,86%, si on ajoute le rendement moyen des actions françaises, on est un peu au-delà de 8% de performance globale, ce qui est quelque chose d'assez correct. Donc on a bien fini l'année. On a très bien fini l'année, de façon, je vous l'ai dit, un peu surprenante, mais profitons-en. D'accord, bon, effectivement, on va faire ça tout de suite avec Laurent, on va regarder le CAC 40. Effectivement, Falco. Alors oui, ce CAC 40, il n'a pas été très intéressant en 2016 et puis il s'est réveillé à la fin de l'année. Comme le soulignait Rémi, regardez l'écran, juste à partir du mois d'août, vous voyez cette consolidation latérale. Il ne se passait strictement rien sur le CAC 40. À chaque fois qu'on anticipait une rupture haussière, eh bien, nous étions démentis, désavoués par le marché avec cette résistance qui fonctionnait très bien. Et puis donc, on a eu cette envolée. On peut parler d'envolée début décembre avec ce dépassement de nature impulsive. Alors pourquoi c'est impulsif? Eh bien parce que à partir du moment où l'indice parisien a réussi à s'extraire de cette consolidation, il n'y a eu aucune correction. On est parti en ligne droite jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, vous voyez, pendant cette période-là, ça correspond, je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà, vous voyez, à cette période-là, c'est la période des fêtes. Alors c'est vrai que les opérateurs se sont tous absentés, c'est bien légitime, mais pour autant, aucune pression vendeuse. Un CAC qui est resté en lévitation, un petit peu au-dessus des 4800 points. Peut-être qu'il attendait cette moyenne mobile à 20 périodes, c'est-à-dire la moyenne des prix sur un mois de cotation. Et puis on voit qu'en ce début d'année, voilà, on repart à la hausse. Autrement dit, j'ai envie de dire, tout va très bien, Madame la Marquise. Les opérateurs sont de bonne humeur. Les opérations d'achat persistent et par conséquent, sur le CAC 40, j'ai choisi un turbo call. Alors avec une petite précision, le support ici, le premier niveau de support qui n'était pas évident à trouver, regardez, je vais zoomer un petit peu, à 4746 points, j'ai choisi un turbo call avec une barrière désactivante en dessous et on devrait avoir normalement un indice parisien qui continue de filer vers le nord en direction de ces 5000 points, seuil hautement symbolique qu'on devrait aller tester dans les prochaines semaines. C'est un seuil symbolique, mais c'est aussi un seuil graphique important ou c'est simplement parce que c'est un chiffre rond, on considère que c'est important? Non, c'est surtout un seuil symbolique parce qu'il va y avoir beaucoup d'opérateurs, Rémi, qui après le rallye de fin d'année de court terme vont se dire 5000 points, je vais prendre mes bénéfices. J'ai pris 6-7%, on va laisser peut-être le marché qui est en surchauffe corriger et moi je vais loquer mes gains. Donc il n'y a pas véritablement de signification technique importante sur les 5000 points, mais on sait qu'on va avoir des opérateurs qui vont attendre, qui ont déjà peut-être mis en machine des ordres de vente sur 5000 parce que ça fera une belle plus-value. Et le seuil technique lui-même, il n'y en a pas vraiment à proximité? Alors le seuil technique lui-même, il est un petit peu en dessous à 4975.
C'est une ancienne résistance de 2015. Mais je pense que pour le coup, les opérateurs vont dépasser 75 et vont aller à 5000. Alors, le psychologique est plus pour fort que le rebondir technique. sur ce que dit Rémi, on va dire que l'objectif est entre 4975 et 5000 points. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement à quel moment les opérateurs vont arbitrer, mais on sait qu'il y a cette zone qui devrait être potentiellement à très court terme une zone de prise de profit. Tout ça pour dire, Falco, que le Turbo Call, c'est le PS17B. Merci beaucoup Laurent. Donc l'idée c'est de regarder un peu plus près le Turbo Call PS17B sur le CAC 40 qui a actuellement un levier de 22,71, un prix d'exercice aussi une barrière désactivante à 4710 et une échéance de 17 mars 2017, donc un investissement de plutôt court terme. Et son prix actuellement de vente ce matin c'est de 2,07 € pour un prix de CAC 40 de 4901,21. Avant de retourner dans le bilan de la semaine, je veux encore dire que, évidemment, comme l'année dernière, aussi cette année, c'est très important, avant d'investir dans les produits, c'est de se former. Et sur notre site d'internet produitbourse.fr, produitbourse.bnpparibas.fr, vous trouvez évidemment dans la rubrique service tout ce qu'il y a pour la formation et des idées et les détails sur tous nos produits. Donc je vous invite de regarder notre site et regarder les brochures et les tutoriels. Donc on tourne dans le focus, dans le bilan de l'année avec Rémi. Alors on continue avec deuxième point, bien sûr, le marché américain. Le marché américain qui s'est très très bien comporté. Wall Street en fait a volé de record en record. Alors ça a été vrai pendant toute l'année, mais ça s'est accéléré après l'élection de Donald Trump qui a donné une bouffée d'enthousiasme un petit peu à tous les marchés. Alors si on prend un petit peu de recul, il faut voir que même si le Dow Jones a buté sur la barre des 20 000 points, il a essayé à plusieurs reprises de le dépasser, il s'en fallait peu, mais ça n'est pas encore arrivé. Alors ça n'est peut-être, sans doute même que partie remise. Mais autour de 20 000 points, si on se replace en arrière, il faut voir qu'en mars 2009, donc au point bas du marché, après la crise des subprimes, il était à 6 500 points. Donc ça veut dire qu'on a été multiplié par 3. Le marché américain a été multiplié par 3 depuis 2009, donc une hausse absolument extraordinaire, sans commune mesure d'ailleurs avec celle qu'on a pu constater sur les places européennes et notamment à Paris. Et donc une année qu'on attendait un petit peu difficile sur le marché américain. Le 2015 avait été une année de stagnation. L'évolution des devises du dollar, de la parité euro-dollar n'était pas forcément favorable aux valeurs américaines et elles ont une fois de plus réalisé une très belle performance. Si on se cantonne sur le Dow Jones, mais on va parler du S&P 500 dans quelques instants, plus 13,4% sur l'année. Vraiment une très très belle performance à nouveau du marché américain, alors qu'il devient peut-être un peu cher, mais qui continue à progresser et qui devrait bénéficier l'année prochaine d'attentes de croissance des bénéfices assez importantes par le consensus des analystes, alors que 2016 était plus difficile en la matière. Merci beaucoup Rémi. Donc on regarde, comme vous avez dit, avec Laurent, les S&P 500. Oui Falco, alors ce S&P 500, il est à l'écran et juste pour rebondir sur ce que disait Rémi, voilà, ça c'est le 4 novembre, c'est le point bas du S&P et cette hausse, c'est justement cet effet Trump, cet enthousiasme que personne n'avait vu venir, puisque je vous rappelle que tous les opérateurs pensaient que si Hillary Clinton gagnait, et c'était ce qui était prévu, les marchés salueraient cette victoire. Elle a perdu et les marchés ont salué cette victoire. Donc des marchés qui de toutes les façons voulaient payer, et c'est ce qui s'est passé sur le S&P avec cette fausse sortie, vous voyez, ce faux enfoncement, j'ai envie de dire, à 2119 points, qui a été tout de suite réintégré. Et un S&P qui reste depuis dans une tendance haussière. Alors les tendances, vous savez que ce n'est pas des lignes droites, ce sont une succession d'impulsions et de corrections. On a eu une première impulsion, une correction, une deuxième impulsion et on a en ce moment une correction. Alors est-ce que cette correction est terminée et on va tout de suite repartir à la hausse ou est-ce qu'on va baisser un petit peu plus ?
Alors les futurs américains ce matin sont à la hausse, ils emboîtent le pas de ce qui se passe en Europe avec les indices européens, donc on peut tout à fait rebondir à partir de maintenant, on peut baisser un peu plus sur ce niveau à 2214 points. En tous les cas, quand on est à l'intérieur d'une tendance, on se met dans son sens et par conséquent, ce repli, il représente déjà une opportunité pour envisager la construction d'une position longue que l'on peut faire, que l'on peut mettre en œuvre avec un VAR en call sur le S&P. Donc c'est la stratégie que nous avons choisie et j'ai donc cette semaine opté pour un VAR en call S&P de code KA58B avec un prix d'exercice qui est à 2300 points, autrement dit très loin des cours actuels. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est, comme vous avez dit, un VAR en call KA58B sur le S&P 500 qui a actuellement un levier de 22,95 et une échéance de 17 mars 2017 et aussi un court investissement. Il y a une prix d'exercice de 2300 points et son prix de vente ce matin était de 33 centimes pour un S&P de 2254,66. Donc on retourne avec Rémi dans le dernier bilan de bilan de l'année. Ce troisième point, c'est le pétrole. Alors le pétrole, le pétrole, ça a été une année absolument extraordinaire à tous les sens du terme pour le pétrole, puisque ça se résume assez bien par ce que j'ai écrit sur cette image, l'effondrement avant le rebond, pardon. Il faut bien voir que fin 2015, le baril de Brent, qui avait déjà bien baissé, était à 37 $. Il s'est effondré dans les premiers mois de l'année, puisqu'on est tombé à 27 $ le 20 janvier. Et ensuite, ça a été une remontée un peu chaoteuse. Et puis, presque en ligne droite, on parlait des indices avec la remontée en ligne droite, ça a été un petit peu la même chose en fin d'année avec le pétrole. Pétrole qui finit l'année à 57 $ pour le baril de Brent. Donc une hausse de 54% sur l'année, mais un doublement par rapport au point bas. Donc une année absolument extraordinaire sur le pétrole. Alors si on résume rapidement, eh bien en début d'année, souvenez-vous, c'était des perspectives sombres sur la Chine notamment, et donc une inquiétude sur la consommation de pétrole, puisque le différentiel sur la consommation de pétrole est souvent lié aux pays émergents et notamment à la Chine. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que l'économie chinoise ne marchait pas si mal que ça. On s'est rendu compte que, compte tenu de la baisse des prix, eh bien, il y avait une baisse de l'offre, notamment du côté des États-Unis. Et donc, les choses se sont rééquilibrées avec un phénomène accélérateur en fin d'année, avec l'accord un petit peu surprise au niveau de l'OPEP, puis entre l'OPEP et des pays hors OPEP comme la Russie, pour limiter la production et donc faire remonter les cours, ce qui a été très efficace. Et cet accord est intervenu toute fin novembre, même si on en avait parlé déjà à la rentrée de septembre. Donc une année absolument extraordinaire et très très mouvementée du côté du pétrole. Merci beaucoup Rémi. Donc avec Laurent, on va regarder le Brent. Oui Falco, alors effectivement, le Brent qui reste toujours dans une disposition technique intéressante, favorable. Pourquoi ? Eh bien, vous avez à l'écran ce grand rectangle qui symbolise un petit peu cette phase de consolidation latérale, c'est-à-dire que vous voyez ces swings de très grande amplitude, mais finalement, le prix ne faisait rien puisqu'on évoluait à l'intérieur de cet espace jusqu'au moment où, effectivement, début décembre, il y a eu cette sortie de rectangle et un Brent qui a depuis progressé. Alors, je vous l'accorde, la progression n'est pas très jolie. Regardez, c'est un petit peu poussif. Regardez la différence de rythme entre, par exemple, cette montée ici ou cette montée ici. Et là, ce qui est en train de se passer, on a l'impression que le baril monte à reculons. Il y a une vraie bataille entre acheteurs et vendeurs. Mais ceci dit, j'ai choisi de me focaliser sur la structure technique de ces derniers mois, autrement dit, ce rectangle et cette extraction de cette zone de consolidation. Et par conséquent, on devrait avoir un Brent qui continue d'évoluer dans les prochaines semaines au-dessus de ce niveau de résistance qui, par principe de changement de polarité, devient une zone de support. C'est pour ça que j'ai pris ici ce double test de ces bougies comme niveau de support à 53,78. Voilà, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et même si on a effectivement un Brent qui est un petit peu poussif, on est quand même dans une tendance qui reste haussière. Et c'est donc des opérations d'achat qu'il faut privilégier. Raison pour laquelle j'ai choisi un Turbo Infini Best Call
avec une barrière désactivante sous cette zone ici de support, parce qu'il ne faut pas que le Brent casse ce niveau et retourne dans la zone de consolidation. Maintenant qu'on en est sorti, il faut que les opérateurs prouvent leur détermination et leur conviction et que le Brent continue de progresser. Si on retournait sous ce niveau à 53,78, alors ça montrerait qu'on a un petit peu d'hésitation et qu'on pourrait avoir plus de consolidation. Donc, Turbo Infini Best Call avec une barrière désactivante sous le support, c'est le PO90B Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Turbo Infini Best Call avec le code PO90B qui est actuellement un levier de 11,74 et un prix d'exercice barrière désactivante de environ 53 US dollars. Et voilà, son prix de vente ce matin a été de 4,90 € pour un Brent de 81,5. On continue tout de suite notre émission avec les tops et les flops. Bon Rémi, quels sont les tops et les flops de cette année encore? Là aussi, je vous propose effectivement des tops et des flops de l'année. Alors, je me suis concentré uniquement sur le CAC 40. Il y a déjà suffisamment à faire sur les 40 principales valeurs de la cote. Alors, le plus gros top, c'est ArcelorMittal qui a gagné l'année dernière 132%. C'est une hausse absolument extraordinaire. Alors, il faut la relativiser parce que si on rappelle le bilan de l'année 2015, eh bien ArcelorMittal avait perdu 57%. Donc, on n'est pas tout à fait revenu, si on est revenu à peu près à la case départ du niveau de début 2015. Donc c'est vraiment une valeur très volatile, mais ça illustre quand même un des phénomènes majeurs de 2016, c'est-à-dire le rebond des valeurs dites value, le rebond des cycliques, des bancaires, on va en parler, aux dépens des valeurs de croissance qui dominaient un petit peu la cote depuis plusieurs années. Alors on le voit dans la deuxième hausse, qui est Technip, qui gagne 48%. Donc ArcelorMittal, valeur matière première, mais liée à l'acier. Technip, valeur matière première, liée au pétrole, avec en plus du côté de Technip un autre phénomène qui est l'annonce d'une grande fusion avec un de ses concurrents, FMC Technologies, une fusion qui va être complètement bouclée là dans quelques jours. Et donc le marché a très bien accueilli cette opération. Mais il faut voir que l'ensemble du secteur pétrolier a fortement rebondi. Et si on prend la principale valeur pétrolière française, eh bien Total, le titre a gagné 18% sur l'année. Donc une belle progression aussi. Troisième hausse, troisième valeur au palmarès du CAC 40, c'est Kering. Le secteur du luxe a très bien progressé. Kering a gagné 35%, mais LVMH a gagné 25% de son côté. Et puis avant de passer au flop, un mot des banques. Les banques ne sont pas dans les trois premières hausses du CAC 40, mais elles ont tout de même une performance assez appréciable sur l'année, puisque BNP Paribas a gagné 15%, Société Générale 10%, Crédit Agricole 8%. Et surtout, ces valeurs, après l'annonce du Brexit fin juin, étaient en chute de plus de 15-20%. Donc il y a eu vraiment un rebond totalement spectaculaire sur ces valeurs-là sur la deuxième partie de l'année. Bon, merci beaucoup Rémi. Donc c'était les tops. On continue tout de suite avec les flops en fait. On continue avec les flops. Oui. Alors avec du côté des flops, eh bien Nokia qui, rappelons-le, a fusionné avec Alcatel-Lucent et a pris la place d'Alcatel-Lucent au sein du CAC 40. Alors pour l'instant, ça n'est pas une réussite puisque le titre perd plus de 30% sur l'année. C'est un secteur, l'équipement technologique, qui reste toujours très difficile. Les deux autres tops à souligner sont Veolia, deux autres flops, pardon, à souligner sont Veolia Environnement et Engie qui perdent toutes les deux 26%, avec des situations un petit peu différentes. Veolia Environnement était une valeur qui s'était très bien redressée en 2015 et qui a souffert l'année dernière. Engie baissait déjà fortement en 2015, mais globalement, le secteur dit des utilities reste très difficile en bourse en ce moment. Et puis, à noter, même si elles ne sont pas parmi les plus fortes baisses, il y a la déception des valeurs de croissance qui affichent des performances décevantes. Essilor, par exemple, a perdu près de 7% l'année dernière. Capgemini a perdu 6% et Danone a perdu 3%. C'est vraiment un des thèmes de l'année 2016. Du courant de l'année 2016, c'est la rotation sectorielle, le retour des investisseurs vers les valeurs cycliques, vers les bancaires,
au détriment des valeurs de croissance. Bon, merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder Kering qui était dans les tops en fait. C'est le troisième top, la troisième performance du CAC. C'était la troisième performance du CAC et c'était la seule valeur dont nous n'avons pas parlé sur ce plateau en 2016 puisqu'on avait parlé ensemble de Arcelor et de Technip. C'est donc Kering que j'ai choisi parce qu'en plus le graphique est très beau. La tendance haussière est très bien construite, elle est ordonnée, elle est linéaire. Regardez cette moyenne mobile en 50 périodes. C'est une quasi ligne droite. Kering qui depuis le mois de juillet enchaîne les creux et les sommets ascendants sans qu'il n'y ait le moindre faux pas. Autrement dit, un titre qui est solide, qui est sur ses niveaux historiques et qui ne montre pour le moment aucun signe de fatigue. Je vous ai mis à titre anecdotique ici un indicateur qui s'appelle un ADX. C'est un indicateur qui montre en fait quelle est la force de la tendance. Et quand l'ADX est en train de progresser comme vous le voyez ici, ça veut dire que la tendance est forte et qu'elle se renforce. Alors attention, quand un ADX est suracheté, ça peut être un signe d'épuisement, mais on n'est pas du tout sur des signes de surachat. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Kering est tout à fait bien positionné pour continuer ce trend haussier qui a été entamé, voilà, je reviens sur mon graphique, qui a été entamé donc depuis le mois de juillet. Alors pour cette raison, j'ai choisi un Varan Call de code OP00B. Bon, merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur Kering avec le code OP00B qui est actuellement un levier de 7,93. Une échéance du 16 juin 2017, donc c'est un investissement avec une moyenne horizon. Son prix d'exercice est de 230 €. Et voilà, son prix de vente actuel ce matin, c'était de 1,02 € pour un prix de Kering de 216 €. On finit avec ça notre top et les flops. On se tourne vers notre prochaine rubrique, le focus. Bon Rémi, qu'est-ce qu'il y a dans le focus? Alors le focus, cette année. C'est pas très original, hein. On a fait la partie bilan, on va faire la partie perspective. Donc quelle stratégie suivre pour 2017? Alors, pour commencer, je crois qu'il y a 3 grandes questions à se poser sur l'année 2017. C'est tout d'abord au sujet de Donald Trump, qui va devenir effectivement président des États-Unis le 20 janvier prochain, dans quelques jours. Et bien après les effets d'annonce, un petit peu les fantasmes autour de son programme, quelle sera vraiment sa politique? On sait que le marché a très bien réagi, donc on en a parlé à l'annonce de son élection, parce que son projet est assez pro-business. Il prévoit une relance économique, il prévoit aussi une baisse des impôts, notamment l'impôt sur les sociétés. Tout ça éloigne complètement le spectre de la déflation. Tout cela est positif pour la croissance économique, positif donc pour la croissance des bénéfices des sociétés. Alors après, il faut savoir quel sera le détail de ces mesures. Il faut voir aussi, il y avait un autre aspect important du programme de Donald Trump qui suscitait plus d'interrogations, c'était le retour à un certain protectionnisme, hein, son America First, America Great Again. Et donc là, s'il met en place vraiment des mesures protectionnistes, ça peut plus peser sur le marché. Donc il y a des incertitudes et comme M. Trump est un homme assez imprévisible, semble-t-il, on peut avoir des surprises. Deuxième interrogation, c'est l'Europe. Hein, l'Europe avec de très nombreuses échéances électorales. Bon, bien sûr, on sait que le grand rendez-vous en France est fixé pour la fin du mois d'avril et surtout le début du mois de mai avec le deuxième tour des élections présidentielles le 7 mai. Et une autre échéance importante dans le deuxième grand pays européen, c'est l'Allemagne avec des élections qui auront lieu à l'automne avec là aussi le poids assez fort des mouvements dits populistes avec Alternative für Deutschland. Mais avant, il y a une première échéance qu'on a tendance un peu à oublier, c'est pour le mois de mars. Ce sont les élections aux Pays-Bas avec une vraie possibilité d'une accession au pouvoir de l'extrême droite qui est anti-euro. Donc après le Brexit, ce serait un deuxième choc important au niveau européen. Donc cette échéance du mois de mars est à suivre de très près avant les 2 autres échéances, mais plus connues et plus lointaines. Et puis la troisième question, eh bien, quel sera le rythme de remontée des taux
aux États-Unis. On sait que les États-Unis sont dans un cycle nettement plus avancé au niveau croissance économique que l'Europe. Donc le mouvement de remontée des taux a été entamé fin 2015. Alors ça s'est fait tout doucettement. Il y a eu une remontée des taux fin 2015 et une autre fin 2016. Les marchés anticipent plutôt 3 remontées des taux cette année et 3 autres remontées des taux en 2018. Ça nous ferait passer à un taux de 1,5% à la fin 2017, ce qui n'est pas un taux très très élevé, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un emballement sur la remontée des taux, alors à la fois des taux à court terme et puis par anticipation sur les taux à long terme. Et ça peut perturber le marché. Une remontée progressive des taux est une bonne chose, notamment pour le secteur bancaire, puisque ça redonne des marges de manœuvre aux banques. Si ça va un petit peu trop vite, ça peut être inquiétant, ça peut provoquer un krach obligataire avec des conséquences néfastes également pour le marché d'actions. Donc voilà un petit peu les 3 interrogations que j'ai identifiées, qu'il faudra suivre de près sur cette année 2017. Excellent Rémi. Donc on a Trump, on a les élections en Europe et on a les taux. Donc ça nous fait regarder avec Laurent ensemble l'euro-dollar en fait. Oui, effectivement. Alors, ces 3 points, de toutes les façons, sont plutôt négatifs pour l'euro, puisqu'on sait très bien que la Réserve fédérale, qu'elle suive ou pas l'agenda qui a été annoncé en fin d'année dernière, va de toutes les façons remonter ses taux d'intérêt et que le spread entre l'Europe et les États-Unis va continuer vraisemblablement d'être important et tout ça oriente les opérateurs vers des actifs en dollars au détriment donc de se libeller en euros. Alors quand on regarde le graphique de l'euro-dollar, on voit là aussi, on en revient une fois de plus à Donald Trump, à cette élection du début novembre, puisque c'est vrai que l'euro était... Alors vous savez de toutes les façons que l'euro est dans une phase de dépréciation de long terme face au dollar. Mais même à court terme, il y avait une baisse qui était somme toute assez lente. C'était une sorte de consolidation baissière qui était à l'œuvre. Et puis, vous le voyez, début novembre, il y a un changement de rythme tout à fait significatif. Vous voyez, j'ai tracé pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui s'est passé, ce canal où on voit cet euro qui était pas loin des 1,12, qui est maintenant pas loin des 1,04. Autrement dit, une tendance baissière de court terme qui, pour le moment, ne semble pas donner de signes, ne serait-ce que de stabilisation, puisque vous le voyez, on a encore des sommets qui sont descendants, des creux qui le sont également, et pour le moment, on avait ce premier niveau de résistance ici, un petit peu au-dessus de 1,07, qui a été testé avec cette bougie. Et puis regardez comme l'euro a été sage. Il est venu tester ce niveau, il est venu tester la borne haute de ce canal descendant et il a été discipliné. Les vendeurs sont tout de suite repassés à l'action sur ce niveau. Autrement dit, on est en présence d'un marché qui est très suivi et qui par conséquent devra donner des signes forts de renversement avant qu'on puisse changer de manière durable notre verdict sur la course de l'euro-dollar. Alors est-ce que ça veut dire que 2017 sera l'année du retour à la parité ? Je ne le sais pas, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas de boule de cristal. Donc, mais il y a quand même de fortes chances qu'on aille déjà sur ce niveau à 1,02 et je ne serais pas surpris qu'au premier semestre 2017, on aille pas loin de cette fameuse parité. Après, on verra bien. C'est comme les 5000 sur le CAC, quoi. Oui, un petit peu. Mais alors, on fera une émission spéciale, chers téléspectateurs, sur la théorie comportementale des marchés parce qu'il ne faut pas négliger ce facteur extrêmement important. Et ce niveau de 1 euro pour 1 dollar est un niveau qui va forcément inciter beaucoup d'opérateurs qui sont à la vente sur l'euro à déboucler leur position parce qu'effectivement, il y aura ce seuil symbolique qui sera testé et qui fera qu'on préfère prendre ses profits sur ce niveau et voir un petit peu ce qui se passe après. Rémi, ne me perturbez plus. Je vais terminer donc avec ce VAR en put que je voudrais vous présenter. Son code, c'est le OS55B et vous l'avez compris, c'est pour donc mettre en œuvre une stratégie de vente sur l'euro-dollar. Excellent, merci beaucoup Laurent. Donc c'est un VAR en put sur euro-US-dollar avec le code OS55B qui a actuellement un levier de 24,37, une échéance de 17 mars 2017, donc c'est un court investissement avec un court horizon. Et son prix d'exercice, c'est de 1,02. Son prix de vente ce matin, c'est 1,26 pour un euro-dollar
de 1,0414. Donc avec cette VAR en put, on retourne vite fait dans le focus encore avec Rémi. Oui, j'ai bien compris, j'étais trop bavard, donc je vais aller très vite. C'était pas vous, Rémi. Sur la stratégie pour 2017, c'était moi. Les secteurs à privilégier donc, et les valeurs à jouer. Alors, on pense que c'est un petit peu comme en analyse graphique, que les tendances vont se poursuivre. Donc la rotation sectorielle qui a été à l'œuvre, j'en ai parlé en début d'émission depuis le printemps, devrait se poursuivre. Donc les bancaires et les cycliques, même si elles ont bien monté l'année dernière, sont encore attrayantes. Donc on peut citer pêle-mêle, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale du côté des bancaires. Et puis du côté des cycliques, sans doute Schneider Electric, Air Liquide, qui bénéficie aussi de sa forte implantation aux États-Unis et donc qui devrait profiter de la relance économique de M. Trump. Arkema dans la chimie, on est plus prudent sur les cycliques durs comme ArcelorMittal par exemple. Le rendement reste un thème fort puisque où trouve-t-on du rendement en ce moment dans les placements? Du côté des actions. Donc j'ai cité 3 valeurs de rendement dans des secteurs volontairement différents, Total, M6 ou Orange. Et puis dernier thème, un pari sur certaines déceptions de 2016, souvent sur des valeurs de croissance qui ont déçu. On peut citer Essilor, on peut citer Carrefour ou on peut encore citer Gemalto. Donc de belles valeurs de croissance. Alors c'est vrai que le marché est moins favorable actuellement aux valeurs de croissance, mais quand elles ont fortement baissé l'année dernière, ça peut constituer des opportunités. Merci beaucoup Rémi pour ce focus. Donc avec Laurent, on va regarder encore Carrefour en fait. Effectivement Falco, j'ai choisi cette semaine Carrefour. Alors vous allez voir le graphique dans un instant à l'écran. On ne peut pas dire qu'il y ait une tendance sur Carrefour. Vous le voyez, le titre évolue de manière latérale. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette zone de support qui date de octobre 2014. Vous la voyez ici à 21 €. Et lorsque le marché a baissé et qu'il est venu à proximité de cette zone, la réaction ne s'est pas faite attendre. On a des acheteurs qui sont tout de suite revenus. Et comment? Regardez, très forte impulsion haussière à partir du support. On a consolidé, on est allé chercher un 50% de retracement de cette précédente impulsion et puis on repart depuis quelques jours à la hausse. Alors on est sous un niveau de résistance que j'ai envie d'appeler local à 23,50 €. Vous voyez, c'est ce précédent sommet, mais je pense que Carrefour ne va pas avoir de mal à franchir ce niveau et que la progression va continuer pour les prochains jours et qu'on va vraisemblablement, dans un premier temps, rejoindre le niveau correspondant à ce précédent sommet et pourquoi pas rejoindre la résistance majeure qui est un petit peu au-dessous des 26 €. Donc je prends le pari avec Rémi que Carrefour va nous surprendre de manière positive cette année et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc un VAR en call qui est donc une stratégie d'achat sur le titre de code OO35B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un VAR en call sur Carrefour avec le code OO35B, je fais la même erreur que vous, excellent, et qui a un levier actuellement de 8,45 €, un prix d'exercice de 25 € et une échéance de 16 juin 2017. Et son prix de vente ce matin c'est de 16 centimes pour un prix de Carrefour de 23,293. Donc avec cette VAR en call sur Carrefour, on se tourne vers la dernière rubrique, c'est à ne pas manquer avec Rémi. Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette année? Alors, là, non, c'est pas sur l'année. C'est pas cette année. Non, là, je vous ai fait la semaine, simplement. Oui, là, on revient à quelque chose de courant. Alors, sur la semaine, c'est une semaine relativement calme, centrée sur les indicateurs économiques, notamment les PMI, alors qu'ils soient manufacturiers ou non manufacturiers. Alors, les manufacturiers ont été, pour la plupart, publiés en Europe hier et en Chine ce matin, et ils sont très très bon. En France, le PMI est au plus haut depuis 5 ans. Dans la zone euro, je crois que c'est depuis 3 ans. En Chine, il a été plus fort que prévu. Donc, tout va bien du côté de l'activité manufacturière. Alors, aux États-Unis, on aura cet après-midi le PMI et puis l'équivalent américain qui est sans doute plus suivi, qui est l'indice ISM des directeurs d'achat de décembre. On devrait a priori être dans la même tendance. Autre chose à suivre aux États-Unis, il y a les stocks hebdomadaires de pétrole qui sont jeudi au lieu d'être mercredi, il y a un petit décalage. Et puis surtout, les chiffres de l'emploi du mois de décembre qui seront connus lundi, c'est toujours vendredi, c'est la tradition, le premier vendredi du mois. On a les chiffres de l'emploi du mois précédent.
Du côté de la Fed, le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire, c'était à la mi-décembre. Donc c'est toujours intéressant à suivre parce qu'on a des indications sur ce que pensent les membres de la Fed de la situation économique et donc des indications sur le calendrier de remontée des taux. Et puis dans la zone euro, eh bien, toujours des indices PMI. Alors je vous l'ai dit, on a eu les manufacturiers, on aura demain les non manufacturiers, et puis vendredi les ventes au détail de novembre, et puis l'indicateur du climat des affaires de décembre, aussi vendredi. Donc toute une série d'indicateurs qui vraisemblablement devraient confirmer un petit peu l'embellie économique qui semble se dessiner depuis quelques semaines dans le monde entier. Voilà, du côté de l'économie. Et dans les entreprises, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait. Non, alors ça nous permet de rattraper le temps perdu. Donc, du côté des entreprises, j'ai juste identifié, alors il y a le chiffre d'affaires de Trigano ce soir, et puis une autre petite société, LDC. LDC, c'est le spécialiste français de la volaille, qui publie jeudi son chiffre d'affaires. Donc, assez peu de choses du côté des entreprises cette semaine. Mais on a déjà suffisamment à faire avec les indices économiques, notamment sur l'activité manufacturière et non manufacturière. Voilà Falco. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous pour la prochaine semaine, le 10 janvier, mardi 10 janvier, à midi, comme d'habitude, pour une nouvelle émission de 100% marché. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.